Nous sommes le samedi 19 avril 1997 en compagnie de M. Jacques-René Rabier. Monsieur Jacques-René Rabier, vous avez été directeur général de l'information des communautés européennes. Vous êtes né en 1919. En quelles circonstances vous êtes-vous rapproché de la cause européenne? Avant de me rapprocher de la cause européenne, j'ai travaillé avec Jean Monnet à Paris, au commissariat au plan. Au sortir de la guerre, je m'intéressais aux problèmes de planification. J'avais fait des études de sciences politiques et d'économie et de droit. Et voyant que le commissariat au plan était créé, j'ai posé ma candidature. Et au bout de quelques mois, je suis entré au commissariat au plan comme modeste rédacteur. Et quelques mois après, Monnet m'a fait appeler et m'a confié la direction de son cabinet. Donc à partir de juin 1946 jusqu'au départ de Jean Monnet à Luxembourg, lorsqu'il a été président de la Haute Autorité, j'ai travaillé avec lui sur les affaires de la modernisation et de l'équipement de la France. Au moment où vous avez rencontré Jean Monnet, aviez-vous déjà une vision de l'Europe ou un désir de cette construction européenne, ou est-ce la rencontre avec Monnet qui vous a convaincu? Oui, comme jeune citoyen, au sortir de la guerre, je m'intéressais aux questions européennes. Mais comme je vous le dis, mon premier travail a été sur la modernisation de la France. Et c'est à partir des années 49 et surtout de 1950 qu'une partie de mes collègues et amis travaillant avec Jean Monnet au commissariat au plan ont conçu ce qui est devenu le plan de construction de l'Europe, appelé plan Schuman, puisque Jean Monnet avait inspiré l'idée au ministre des Affaires étrangères, Robert Schuman. À l'époque, je n'avais pas l'intention de suivre Jean Monnet à Luxembourg. J'étais, pour différentes raisons, attaché au travail que je menais en France et au commissariat au plan. Et les hasards de mes voyages en province m'ont amené jusqu'à Luxembourg et Monnet m'a happé en quelque sorte, de sorte qu'à partir du 1er janvier 1953, je suis entré à Luxembourg. J'ai continué donc à travailler auprès de Jean Monnet, mais cette fois-ci au niveau européen, dans le cadre de la Haute Autorité de la Communauté du charbon et de l'acier. Et Monnet m'a confié tout de suite des tâches d'assistance comme directeur de son cabinet et en même temps d'élaboration de rapports pour le Parlement et pour le public. Monnet, contrairement à ce qu'on a parfois pensé, est un homme qui se souciait beaucoup de l'information du public, des parlementaires et du public, à travers la presse. Et c'est ainsi qu'à la Haute Autorité de la CECA, j'ai été amené progressivement à créer une petite cellule d'information du public qui est devenue après, lorsque furent créés, après les traités de Rome, la communauté économique et la communauté d'Euratom, j'ai proposé et obtenu la création d'un service commun, devenu plus tard Direction générale de la presse et de l'information. Revenons peut-être quelques années en arrière avec juste l'immédiat après-guerre. Oui. Au moment où la France essaye de se reconstruire, est-ce qu'à ce moment-là, elle a une vision encore nationaliste de sa reconstruction, ou est-ce qu'on pense déjà à une reconstruction influencée par les idées européennes ou influencée aussi par l'exemple américain du plan Marshall? Oui, alors là, il faudrait distinguer la France et Jean Monnet. La France, le gouvernement français et le commissariat au plan étaient une création française pour assurer le relèvement économique de la France, qui était en ruine à l'époque, au retour de la guerre. Et quant à Jean Monnet, lui, il avait, dès 1943, avant même la victoire des Alliés, Monnet avait une vue sur ce que devrait être une Europe avec une Allemagne vaincue et redevenue démocratique, du moins l'espérait-il, ce que pourrait être une Europe dans des notes de Monnet du mois d'août 1943, il parlait déjà d'une entité européenne intégrant l'Allemagne démocratisée à égalité avec les nations victorieuses. Donc, si la France faisait un plan pour la France, Monnet avait, bien avant 1950, Monnet avait en tête la nécessité d'unir les forces des nations européennes et de réintroduire, j'y insiste, l'Allemagne démocratique, la réintroduire dans une communauté. Je crois que les mots étaient déjà employés en 1943. Ne pas recommencer le traité de Versailles et tout ce qui s'en est suivi. Monnet penseur, mais Monnet également détaché
de tout pouvoir politique. Il n'était pas lui-même dans un gouvernement. Monnet n'était pas dans un gouvernement, il était à l'époque commissaire au plan, c'est-à-dire qu'il dépendait directement du président du Conseil, c'était le nom qu'on donnait alors au Premier ministre, et ce qui lui donnait une très large indépendance vis-à-vis des administrations. Le commissariat au plan était une petite équipe autour de Monnet, et des commissions de modernisation qui réunissaient des chefs d'entreprise, des syndicalistes, des techniciens par branche pour la sidérurgie, les charbons, etc. Vous sépariez tout à l'heure Jean Monnet de la France, en tout cas quant à cette conception à l'époque de l'Europe, mais qu'en était-il Monnet a toujours été un homme qui voyait plus loin que l'immédiat, voilà, alors qu'un gouvernement, par définition, il a la responsabilité de l'immédiat et du moyen terme. C'est cela. Mais alors le gouvernement français de l'époque... oui, les gouvernements, car il y en a beaucoup sous la 4e République. Tout à fait. Mais je dirais, grosso modo, si on se situe vers 46-50, à ce moment-là, quelles étaient les conceptions des gens au pouvoir en France par rapport à cette notion qu'avait Monnet? Lorsqu'il reconstruisait, lorsqu'il établissait ce plan de reconstruction de la France, est-ce qu'il y avait déjà, au niveau, alors je dirais, des ministres, l'idée que la reconstruction ne se ferait pas indépendamment des autres pays européens? Alors, ça a commencé très probablement au niveau gouvernemental avec le plan Marshall. Le plan Marshall, donc proposé par les Américains et qui consistait à aider les pays de l'Europe à reconstituer leurs forces, ont amené la création de l'Organisation économique de développement, l'OECD. Et l'un des immédiat collaborateur de Jean Monnet, Robert Marjolin, a été, ce n'est pas un hasard, le premier secrétaire général de cette organisation qui, elle, groupait à l'époque 15 ou 17 États, je ne sais plus exactement, dont la France. Donc la reconstruction de la France ne se faisait pas en toute indépendance à l'égard des problèmes internationaux. La France faisait partie de tout un réseau d'accords économiques et plus que politique, mais c'est à partir, disons, du début de 1950 que l'idée que les résultats obtenus par un seul pays n'étaient plus à la mesure des problèmes qui se posaient, que Monnet et ses collaborateurs ont élaboré ce qui est devenu le plan Schuman, puisque la chance historique a été que Monnet a été l'inspirateur d'un projet de communauté européenne dont Robert Schuman, alors ministre des Affaires étrangères, a eu le courage de prendre la responsabilité politique. Votre première rencontre avec Jean Monnet, oui. Quelle était-elle? Ma première rencontre, c'est au début de 1946, peu après que j'ai vu dans les journaux qu'avait été créé ce commissariat au plan. Je me suis présenté modestement auprès de la personne qui était chargée des recrutements, le directeur de l'administration. Il m'a interrogé, on bavardait un petit peu, et c'était vers 6h ou 6h30 le soir. Et au cours de mon petit entretien, Monnet est apparu. Car Monnet était un homme qui, très souvent, le soir, il venait voir ses collaborateurs, voir qu'est-ce qu'ils faisaient. Il passait, non pas pour inspecter, ce n'est pas du tout le genre, mais pour un petit peu prendre la température. Et c'est ainsi que, alors que je ne pensais pas du tout voir Monnet, je n'avais pas eu l'audace de demander un rendez-vous à Monnet, il est entré et je l'ai salué. Et puis voilà, on m'a dit, si on a besoin de vous, on fera appel à vous. Chose que l'on dit généralement à un jeune candidat. Et quelques mois après, au mois de juin de la même année 46, on a fait appel à moi. J'ai commencé comme modeste rédacteur, et quelques mois après, Monnet avait besoin d'un directeur de cabinet. Il m'a appelé très simplement en me disant « Je vous demande de prendre la direction de mon cabinet ». Encore une fois, un petit peu gêné. « Croyez-vous, monsieur, que j'en serais capable ?» Il m'a répondu très simplement, mais si vous n'êtes pas capable, je vous le dirai. Alors, une phrase c'est un homme très simple dans ses relations avec les... Qu'est-ce que vous pouvez encore dire justement des relations qu'il a eues avec vous et par la suite, comment ça s'est passé? C'est un homme qui, à la fois, choisissait ses collaborateurs, c'est-à-dire qu'il écartait certaines personnes qui ne lui revenaient pas, mais quand il avait choisi quelqu'un et donné sa confiance, il la donnait sans faille. Lorsque j'ai pris la direction de son cabinet, avec les réserves et les inquiétudes que j'évitais de montrer, mais qui étaient réelles, parce que c'était tout de même une tâche très lourde, Monnet m'a dit « Vous lisez tout. Vous entrez chez moi, dans mon bureau, comme vous voulez. Si je ne veux pas vous voir, je vous le dirai. » La confiance donnée était complète.
Et une grande partie de nos journées se passait en discussion de travail avec Monet à 6 ou 7 proches collaborateurs, sans distinction d'âge, d'origine, de formation. Il y avait des économistes, il y avait des ingénieurs, moi j'avais fait les sciences politiques, j'étais le plus jeune de l'équipe. Et nous discutions très simplement avec Monet, parfois nous déjeunions très sommairement avec lui, et à un moment, il décidait. Où il décidait qu'on allait rédiger la note pour tel ministre, pour telle chose. Et quand il avait pris la décision, c'était vraiment le patron. Mais avant de prendre la décision, il y avait une très large discussion avec ses collaborateurs. C'est donc un homme à la fois très exigeant et en même temps très simple dans les relations humaines. Peut-être parce qu'il avait vécu aux États-Unis et les problèmes de hiérarchie qui encombrent souvent nos administrations européennes, lui, ça ne le troublait pas. Quand une note était faite, il nous disait simplement, eh bien, je vais la faire lire à mon chauffeur et à ma femme. Si l'un et l'autre ont compris ce que nous voulons dire, ben, je pense que les parlementaires et le public nous comprendra. Des relations très simples, donc j'insiste sur ce point. Mais exigeant aussi. Très exigeant. Tyrannique même? Non, je n'irai pas jusque-là. On m'a souvent cité l'exemple de patrons dans le public ou dans le privé, hommes ou femmes d'ailleurs, qui tyrannisaient leurs collaborateurs. Monet, son exigence, c'était que la chose fût aussi parfaite que possible, c'est-à-dire correspondant à l'idée qu'il se faisait de ce qu'elle devait être. Il y a certaines notes, des notes importantes, bien sûr, qu'il fallait refaire 5 fois, 10 fois. Je me souviens de certains discours de Monet que nous avons en équipe refait jusqu'à une vingtaine de fois, jusqu'au jour où l'heure où il fallait vraiment boucler, parce que c'était un discours pour le Parlement européen à Strasbourg, qui s'appelait alors Assemblée commune, et il fallait que le discours soit prêt pour l'heure et que les interprètes puissent l'avoir dans les cabines. Mais donc, très exigeant quant à la forme, il ne fixait sa pensée qu'après une longue réflexion sur les versions successives des documents que nous lui apportions. Mais en même temps, un homme très simple dans les relations, je le dis, s'enquérant des nouvelles de nos familles, sans y insister, sans indiscrétion, mais on sentait quelqu'un pour qui les relations entre personnes étaient une chose très importante. Il n'aimait pas les bavardages. Si parfois on lui disait « j'ai lu telle chose sur telle personne », ça ne m'intéresse pas. Une idée à la fois et poursuivons notre affaire. C'est ce qui a fait sa force, c'est qu'il ne se dispersait pas. Il évitait les dîners, les cocktails, sauf exception. Ce n'était pas un homme du monde. Ce n'est pas un homme politique au sens habituel du mot, puisqu'il n'a jamais été élu et il n'aurait jamais pu faire sans doute une campagne électorale. C'était pas du tout un diplomate. Homme de pouvoir non plus. C'était un homme d'influence. Le mot du général de Gaulle, qui n'aimait pas tellement Monet, enfin il s'était bien connu, mais on ne peut pas dire que les relations entre eux étaient des relations, sur l'Europe en particulier, que leurs vues coïncidaient. De Gaulle a dans ses mémoires un mot très juste sur Monet lorsqu'il parle de l'inspirateur. Je ne sais pas si De Gaulle lui donnait un sens péjoratif, mais pour moi, c'est un sens qui n'est pas du tout péjoratif. Monet est un homme qui, tout au long de sa carrière, s'est efforcé de donner des idées concrètes, dans des circonstances déterminées, à des hommes de pouvoir qui souvent manquaient d'idées. Bien sûr, c'était l'homme de pouvoir qui prenait la décision, mais Monet arrivait avec des solutions, des notes, des documents que nous avions élaborés en équipe et qui donnaient du grain à moudre, comme on dit, aux hommes de décision qui avaient à prendre la responsabilité. Prenons le plan Schuman en 1950. Schuman sans Monet aurait été un bon ministre des Affaires étrangères, mais il n'y aurait probablement pas eu de communauté européenne. Monet sans Schuman, il aurait fait un plan qui serait sans doute resté dans un tiroir. Et combien de plans sur l'unification de l'Europe qui sont restés dans les tiroirs de l'histoire? La conjonction Monet et Schuman, l'inspirateur et le décideur, ça a fait la première communauté européenne qui plus tard s'est développée, comme vous savez, en communauté économique et qui maintenant, après élargissement, avant sans doute un élargissement, est en train de se doter d'une monnaie commune. Enfin, tout ça, c'est une très longue histoire. Est-ce que Monet avait été tenté,
à un moment donné dans sa vie par une carrière politique ou par Jamais. une... Il a jamais. fait beaucoup de choses dans sa vie. Il a commencé à 18 ans à sortir de sa province. Avant même, il est allé apprendre l'anglais et comment vivre les Anglais, envoyés par son père, qui, comme vous savez, dirigeait une firme de négoce de cognac dans la ville de Cognac. Et à 18 ans, il est parti aux États-Unis et pour le compte de la firme paternelle. Et ensuite, il est resté très souvent aux États-Unis. Il a séjourné très longtemps aux États-Unis. Il était dans la banque. Il a eu des fortunes diverses dans la banque. Il a été dans les relations internationales privées, bancaires. Et c'est à partir, disons, c'est dans la Deuxième Guerre mondiale qu'il a joué un rôle important aux États-Unis dans la préparation du programme de la victoire qui fournissait donc des avions aux Alliés. La Monnet a joué un rôle public au cours de la Première et surtout de la Deuxième Guerre mondiale, mais il n'a jamais, à ma connaissance, été tenté par la politique. D'abord, il n'était pas orateur. C'est un homme du dialogue en petits groupes. Il n'était pas orateur. Et ensuite, le pouvoir en tant que tel ne le tentait pas. L'influence, oui. Avoir des idées et à un moment donné, dans une conjoncture qui lui paraissait favorable, fournir à ceux qui pouvaient s'en servir pour le bien commun, fournir les idées qu'il avait préparées avec ses collaborateurs. Alors, Monnet, inspirateur, Monnet, homme d'influence, Oui. Homme d'idées. Oui. Les idées de Monnet, Oui. avez-vous, au fond, songé à leur origine? Ces idées étaient-elles forgées par Monnet ou est-ce que c'était au contraire comment dirais-je, une mise en forme d'idées qui étaient déjà dans l'air à ce moment-là? Oh, sans doute l'un et l'autre. L'idée d'unir les peuples d'Europe, c'est une très vieille idée, tout au long sans remonter à Henri IV, tout au long du 19e, la fin du 18e et du 19e siècle, il y a eu des plans. En 1930, il y a eu un programme présenté par Aristide Briand à la Société des Nations. Tout ça, ça s'est perdu dans les sables très vite. Donc l'idée n'était pas entièrement neuve. Ce qui était neuf, c'était de présenter une idée simple sur des objectifs précis. En l'occurrence, c'était le charbon et l'acier, pour commencer. Après, il y a une tentative sur l'armée européenne, dont on a parlé ce matin. Ça s'est soldé par un échec. Et puis, quelques mois après, il y a eu les négociations en vue de la création de la communauté économique, du marché commun et de l'Euratom, etc., jusqu'à nos jours. Mais il n'y a jamais eu chez Monnet autre chose que la poursuite d'une ligne générale en profitant des occasions que l'histoire se présentait, l'histoire des événements et les hommes en présence devant les événements. Des hommes comme l'italien Gaspari ont-ils eu une grande influence sur Monnet ou est-ce l'inverse d'après vous? Oh, c'est plutôt l'inverse. Gasperi est apparu après que le plan Schuman avait été proposé. Non, de même, Adenauer a réagi extrêmement vite et positivement au projet Schuman, mais l'idée venait de Schuman et Monnet. Donc aujourd'hui, quand on entend... On ne peut pas dire que Monnet n'était pas un doctrinaire, n'est-ce pas? On ne peut pas dire que Monnet se rattachait à telle école fédéraliste, confédéraliste. Il pensait qu'il fallait gérer ensemble les ressources, charbon et acier pour commencer, ensuite l'ensemble des ressources dans une communauté européenne. Il serait certainement maintenant en faveur de la monnaie européenne, peut-être discuterait les modalités suivant lesquelles on l'a fait, mais ça je ne voudrais pas faire parler les morts. Mais on ne peut pas dire qu'il se rattachait à une doctrine. C'était, si vous voulez, à la fois un idéaliste et un pragmatique. Il croyait à des choses. J'ai insisté tout à l'heure sur la confiance qu'il faisait à ses collaborateurs. J'ai insisté sur la paix, l'obsession de la paix, la haine de la domination
d'une nation sur l'autre, d'une classe sociale sur l'autre. Ça c'est des constantes de la vie de Monet. Mais ce système de valeurs ne signifie pas qu'il se rattachait à une doctrine, à une idéologie. Non. Il avait des idées personnelles, et ces idées personnelles, à un certain moment, correspondaient à des idées que d'autres avaient eues. En 1958, il y avait eu un grand congrès sur l'Europe. Churchill avait parlé des États-Unis d'Europe. C'était un congrès. Et il en est sorti des mouvements européens. Il n'en est pas sorti une politique européenne jusqu'à 1950. Le discours de Churchill, en quelle année, dites-vous ? 1946. Le discours dans une université où Churchill a parlé des États-Unis d'Europe, en des termes d'ailleurs très, très, très éloquents, très chaleureux, mais en laissant supposer que les États-Unis d'Europe, c'était pour les Français et les Allemands, et que les Britanniques, ils avaient le Commonwealth, c'était un autre monde. Ce qu'on oublie généralement de dire, quand on dit que Churchill est le père des États-Unis d'Europe, en un certain sens, il a lancé l'idée, mais en prenant une distance en ce qui concerne le Royaume-Uni et le Commonwealth. Aujourd'hui, on se rend compte, lorsqu'il s'agit de déterminer le rôle de Monet dans l'histoire, qu'il y a ici ou là quelques réticences, notamment par exemple des Italiens qui disent « mais vous avez tendance à oublier le rôle que nous avons aussi joué dans cette construction européenne. On l'entend aussi côté britannique, etc. Oui, attention. La différence, c'est que les Italiens sont entrés dans la communauté immédiatement. L'appel de Schuman est du 9 mai 1950. Les négociations ont commencé à la mi-juin de la même année. Les Italiens ont répondu présent, comme les Néerlandais, les Belges, les Luxembourgeois. Les Britanniques ne sont pas entrés dans la négociation. C'est très différent. Et les Italiens ont joué et continuent à jouer un rôle, mais évidemment, le poids à la fois économique et, comment dirais-je, psychologique de l'Allemagne et la France, qui ont tout de même été le centre des conflits qui ont ensanglanté notre continent, c'est un poids qui a été très grand. Mais il ne faut pas négliger le rôle ni du Benelux, des 3 pays du Benelux, ni le rôle de l'Italie. Alors précisément, les Italiens aujourd'hui, en tout cas une partie d'entre eux, semble montrer que s'il est vrai que l'axe dur de la guerre, c'était quand même bien l'Allemagne et la France au départ, mais l'Italie ayant justement répondu présent très vite à la suite de la guerre, l'Italie se sent un petit peu oubliée aujourd'hui par les historiens. Est-ce que vous avez aussi cette impression ? Oubliée donc dans son rôle de construction face à l'Europe ? Non, en tout cas, il y a des historiens italiens qui travaillent très activement, nous en avons vu cet après-midi, qui travaillent très activement sur les affaires européennes. Non, il faudrait, dans l'immédiat, dans l'actualité la plus immédiate, penser au fait de la marche vers la monnaie européenne. Nous allons vers la monnaie européenne. Pour y aller, le traité de Maastricht a fixé un certain nombre de critères. Les Italiens s'inquiètent de savoir si ils satisferont à ces critères. Ils ne sont d'ailleurs pas les seuls à s'en inquiéter, mais ils ont une certaine crainte, enfin, dans certains milieux italiens, une certaine crainte d'être laissés à l'écart devant un noyau dur qui constituerait l'euro entre les pays du Nord et qui laisserait de côté l'Italie. Mais nous sommes un certain nombre de pensées, et c'est en tout cas l'avis de la commission de la communauté européenne et de son président, Jacques Santer, nous pensons bien que les efforts que fait actuellement l'Italie pour que sa monnaie puisse entrer dans l'euro, enfin, disparaître en même temps que les autres, et que l'Italie entre dans le système monétaire européen, que ces efforts vont être couronnés de succès. L'Italie, comme l'Espagne d'ailleurs, le Portugal, c'est une partie très très importante de l'Europe. L'Europe, ce n'est pas seulement les pays les plus riches du Nord, et c'est aussi les pays de la Méditerranée. Quand on pense à ce que la Méditerranée représente dans la culture européenne, il faut saluer et les efforts italiens, et je l'espère, les efforts que les autres feront pour accueillir les Italiens, les Espagnols et les Portugais le plus tôt possible dans cette communauté de la monnaie unique, qui, à mon avis, va être une étape très importante, une étape économiquement très importante. Quand d'un bout à l'autre de l'Europe, vous pourrez aller avec des écus dans votre poche, sauf peut-être en Suisse,
sait-on jamais, pas pour le moment, mais quand du Danemark ou du haut de la Suède, là, du nord de la Suède jusqu'en Sicile, vous pourrez y aller sans changer des monnaies à chaque frontière, ou que vous pourrez acheter un livre à tel endroit sans perdre des commissions de change en le faisant venir dans votre pays, ça aura une valeur non seulement technique, il y aura des économies pour toutes nos entreprises, mais ça aura aussi une valeur symbolique extrêmement importante. C'est d'ailleurs pourquoi ça se heurte à des résistances. Et cette valeur symbolique, c'est aussi la conception d'appartenir à une nation. Et voilà. L'argent unique voilà. ou commun. Voilà, je ne parlerai pas encore de nation européenne, nous n'en sommes pas là, mais ce sera déjà une étape extrêmement importante pour le citoyen de base, une étape extrêmement importante dans la conception que l'Europe est une entité vivante dans laquelle le citoyen, il a dans sa poche la représentation de cette unité sous forme d'unité monétaire, si je puis dire sans jeu de mots. Alors, aujourd'hui, deux questions importantes se posent pour la suite. C'est d'abord les limites à donner à l'Europe, ou l'élargissement au contraire, avec maintenant les pays de l'Est, scénario qui était encore difficilement prévisible avant la chute du mur. Et puis la deuxième chose, la mondialisation des problèmes. Et je vous poserai une question quant aux idées de Monnet. À votre avis, Monnet avait-il des vues plus larges que celles de l'Europe? Avait-il des vues sur la mondialisation, et en particulier les institutions, si chères à Monnet, pourraient-elles en quelque sorte inspirer de nouvelles institutions internationales dans l'avenir? Oui, Monnet a toujours pensé que le fait que des nations renoncent à une partie de leur souveraineté pour accomplir en commun ce que chacune d'elles a des difficultés à accomplir seule, que cette recette, si je puis dire, n'était pas seulement bonne pour 6 pays de l'Europe occidentale. C'est d'ailleurs pourquoi il était en faveur de l'entrée du Royaume-Uni dans la communauté. C'est le Royaume-Uni qui s'en est écarté en 1950. Après, il y a eu d'autres incidents. Mais certainement, prenons l'exemple des pays de l'Europe centrale et orientale. Il me semble, encore une fois, on ne peut pas faire parler Monnet, mais il me semble que ce qui est bon pour nous, et nous estimons que pays membres de la communauté, enfin la majorité des populations et des parlements dans nos États membres estiment que c'est bon pour eux, il n'y a pas de raison de fermer la porte aux autres pays d'Europe qui remplissent les conditions nécessaires. Ce qu'il faut, c'est que, comme dans un club, on n'entre pas comme ça à tout moment, on en sort quand on veut, et on fait des clauses de dérogation, comme certains pays aimeraient en avoir. Pour parler des Britanniques, Monnet, qui aimait beaucoup les Britanniques, qui a travaillé au Royaume-Uni, il a même été, au moment de la guerre, représentant... il a eu un passeport britannique à un certain moment. Que Churchill lui a remis. Que Churchill lui a remis. Eh bien, Monnet a écrit quelque part dans ses mémoires qu'avec les Britanniques, ne jamais leur accorder des choses qu'on refuse aux autres. Pas d'exception. C'est comme dans un club. Dans un club, on accepte les règles, on les discute en commun, mais une fois que les règles sont acceptées, elles sont valables pour tous, même s'il faut à un moment des périodes de transition pour s'y adapter. Mais pas de opting out. Maintenant, quant à la mondialisation... Si possible. La mondialisation, l'Europe actuelle ou élargie ne peut être qu'ouverte sur le monde, à condition que des réciprocités soient acceptées par les autres pays, qu'il s'agisse de produits agricoles ou qu'il s'agisse de l'automobile. L'Europe ne peut pas être ouverte sans conditions. Tout ça, ça se négocie. Mais est-ce que Monnet imaginait cet élargissement, et aussi, est-ce qu'il imaginait que les institutions auxquelles il réfléchissait, qu'il essayait de forger, ces institutions pourraient un jour peut-être être adaptées au-delà de l'Europe? Oui, à condition que les règles... Vous savez que Monnet avait été à la Société des Nations au début de sa carrière, et il avait vu les limites d'un système international de type intergouvernemental, où il faut l'accord de tout le monde pour décider la moindre chose. Donc Monnet pensait que pour toute une série de problèmes, de gestion de matières premières par exemple, ou pour l'aide aux pays de développement, il pouvait y avoir il devait y avoir des accords internationaux et des institutions
à condition que dans ces institutions, on essaye de faire jouer la loi de la majorité et de ne pas attendre l'unanimité. Si on attend l'unanimité, on se met on se met derrière la voiture la plus lente du convoi. C'est ça, même celle qui veut s'arrêter, elle bloque les autres si on exige l'unanimité. Ce qui implique donc d'accepter une certaine limite de la souveraineté. Une certaine limite de souveraineté, dans des domaines précis, limités. Prenons l'exemple encore une fois de l'Europe. Il faudra bien un jour qu'on se rende compte que la monnaie nécessite une certaine harmonisation des politiques économiques, c'est-à-dire une certaine forme de gouvernement européen. Je mets le mot gouvernement entre guillemets. Il est probable que l'Europe, dans 10 ans, ne ressemblera pas aux États-Unis d'Amérique ou à tel et tel exemple historiquement connu, mais il faudra que, si l'on veut que cette Europe se développe dans la stabilité de ses institutions et de sa monnaie, il faudra bien qu'il y ait une forme de gouvernement. C'est pourquoi nous regardons avec intérêt les expériences des pays de type fédéral, même s'il ne s'agit pas de reproduire les institutions de la Suisse aux dimensions de l'Europe ou celles des États-Unis. Mais ça, sur ce point, Monnet était extrêmement net. Les institutions, a-t-il souvent redit et écrit, les institutions, c'est ce qui donne de la mémoire aux hommes et aux sociétés. Et c'est ce qui leur permet de durer. Les générations passent, les institutions restent. C'est pourquoi il a toujours pris soin que les marchés, fussent-ils communs, fussent encadrés par des systèmes institutionnels sous contrôle démocratique, avec une cour de justice, un parlement, etc. Quel est, de tous les souvenirs que vous avez vécus avec Monnet, l'un de ceux qui, aujourd'hui, reste le plus frappant pour vous? Peut-être au lendemain de l'échec de la communauté européenne de défense. Monnet avait lancé cette idée, avec d'autres, avec le Belge Spaak, qui était ministre des Affaires étrangères de Belgique, et quelques autres. Il avait lancé cette idée, et le vote du Parlement français, en août 1954, a mis fin au projet, parce que ça a été repoussé par le Parlement français. J'étais avec Monnet dans cette soirée. Bon, il était évidemment, sinon surpris, du moins contrarié de l'échec du projet qu'il avait contribué à former, mais pas découragé. Nous allons continuer sur d'autres voies. Un journaliste, peu de temps après, demandait à Monnet « Est-ce que vous êtes optimiste ou pessimiste ?» Et Monnet a répondu simplement « Je suis déterminé ». Il n'entrait pas dans la catégorie d'être pessimiste, il n'y a rien à faire, ou d'être optimiste, ça va s'arranger. Non, je suis déterminé. Et ça s'y se passait en août 1954. Quelques mois après, il y avait la conférence dite de Messine, et en 1957, la signature du traité de marché commun, enfin des traités de Rome. Donc, lorsque je dis qu'il était à la fois idéaliste et pragmatique, c'est qu'il poursuivait des objectifs qui tournaient autour d'établir la paix et des règles de développement commun entre les États et les nations, mais en choisissant les moments favorables et les personnes capables de porter le projet. C'était un artisan de paix et un homme qui faisait confiance. C'est par ces mots que j'ai conclu tout à l'heure ce colloque au cours duquel j'ai moi-même beaucoup appris des historiens et des autres témoins. Eh bien, Monsieur Rabier, je propose que nous concluons également par ces termes cet entretien qui conclut lui aussi la série d'entretiens que nous avons eu au cours de ces 2 jours. Je vous remercie de nous avoir permis de voir revivre ce personnage qui est pour le moins l'un des pères de l'Europe. Merci, Monsieur Rabier. Et merci à vous. C'est toujours avec une grande joie que je viens dans cette maison de la Fondation Jean Monnet pour l'Europe, où nous avons déposé les archives de Jean Monnet. Je suis très heureux que des historiens nous aident à faire revivre ces archives. Merci. Si vous souhaitez voir d'autres vidéoportraits,
consultez le site Vitassumus qui met en ligne régulièrement nos interviews filmées réalisées à partir de 1978.